Les presses hydrauliques ne font plus trembler le sol de la vallée. À Tulle, en Corrèze, la manufacture nationale d'armes n'est plus qu'un immense silence de briques et d'acier figé. Pendant des décennies, cette usine d'État a craché des centaines de milliers d'armes automatiques, dictant le rythme économique et social de toute une région pour armer la République. Le paradoxe est cruel. Le MAT 49, le pistolet mitrailleur emblématique né dans ces ateliers, était réputé littéralement indestructible. Il a survécu à la boue d'Indochine, aux chaleurs extrêmes d'Algérie et aux pires traitements imaginables sur le terrain. Pourtant, l'arsenal qu'il a forgé n'a pas survécu au rapport ministériel. Ce qui était impossible à briser au combat a été méthodiquement démonté par de simples décisions budgétaires à Paris. Mais la véritable histoire de la manufacture d'armes de Tulle n'est pas seulement celle du silence d'une usine. C'est l'histoire de la souveraineté industrielle française, du triomphe de la production d'urgence et de la fin inexorable du monopole de l'État sur ses propres arsenaux. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des armes françaises, des arsenaux d'État et des décisions industrielles qui ont façonné la nation, et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis, à Tulle, en 1690. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis, à Tulle, en 1690. Dans cette vallée encaissée de la Corrèze, traversée par les eaux tumultueuses qui fournissaient la force motrice indispensable aux premières machines, la monarchie française a pris une décision stratégique. Il ne s'agissait pas simplement d'ouvrir un atelier de forgeron, mais d'établir une manufacture royale d'armes à feu. Au fil des siècles, la Révolution, les empires et les républiques se sont succédés, mais la mission de Tulle est restée immuable. Forger l'acier pour armer l'État. Devenue manufacture nationale d'armes de Tulle, cette usine représentait la garantie physique que la France pouvait concevoir, tester et produire les instruments de sa propre défense sans dépendre de la complaisance d'une puissance étrangère. Pourtant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, cette souveraineté industrielle est une illusion. L'armée française est victorieuse sur le papier, mais sur le terrain, elle ressemble à un musée chaotique de l'armement mondial. Les arsenaux de l'État et les armureries militaires débordent d'un inventaire impossible à gérer. Les soldats français patrouillent avec des pistolets mitrailleurs américains Thompson, des Stenz britanniques parachutés à la résistance et des milliers de MP-40 allemands capturés lors de la libération. Ce patchwork logistique est un cauchemar pour le ministère de la Guerre. Chaque arme nécessite ses propres pièces de rechange, ses propres outils d'entretien et surtout ses propres munitions. La France possède bien une arme nationale dans cette catégorie. Le MS-38, conçu avant le conflit par la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Mais le MS-38 appartient à une autre époque. Il est usiné dans la masse, coûteux à produire, sensible à la boue, et surtout, il tire la cartouche de 7,66 cm longue, un calibre obsolète et anémique. La France fait alors face à une urgence doctrinale et industrielle. Les tensions montent déjà dans l'empire colonial, notamment en Indochine, où les combats se déroulent souvent à très courte distance, dans une végétation dense, sous des climats extrêmes. Les fusils à verrou, longs et encombrants, ne suffisent plus. Il manque à l'armée française, à la gendarmerie et aux troupes coloniales un pistolet mitrailleur, une arme automatique ou sélective compacte, conçue historiquement pour tirer des cartouches de pistolet, qui soit à la fois moderne, indestructible et unifiée sous un seul standard. C'est ici qu'intervient la notion fondamentale de standardisation. Le fait de réduire la diversité des modèles pour faciliter production, formation et approvisionnement. En 1946, l'état-major français lance un nouveau programme d'armement, un processus institutionnel visant à définir, tester, produire ou acheter une arme. Le cahier des charges est brutal, dicté par la ruine économique du pays et l'urgence des conflits à venir. L'arme doit tirer la cartouche de 9000 mm Parabellum, le calibre devenu le standard européen de facto. Elle doit être extrêmement compacte pour équiper les équipages de blindés et les troupes aéroportées. Elle doit résister à la poussière, à la boue et au manque d'entretien. Mais surtout, elle doit pouvoir être produite en masse, rapidement,
par une main-d'œuvre qui n'est pas nécessairement composée de maîtres armuriers hautement qualifiés. La Manufacture nationale d'armes de Tulle, sous la direction de ses ingénieurs, propose une réponse. Dans le secret des bureaux d'études de la Corrèze, on abandonne les belles traditions de l'armurerie d'avant-guerre. Fini l'acier forgé et longuement usiné. Les concepteurs de Tulle regardent ce que la guerre a enseigné. L'avenir appartient à la tôle engloutie, pliée, soudée. C'est brutal, c'est inélégant, mais c'est d'une efficacité redoutable pour répondre à la pression de guerre et aux coûts industriels. En 1949, après plusieurs années de prototypes et de tests rigoureux face aux propositions de Saint-Étienne et de Châtellerault, la décision officielle tombe. C'est l'adoption. La décision officielle d'intégrer un modèle dans le service. L'arme dessinée en Corrèze devient officiellement le pistolet mitrailleur de 9 mm modèle 1949, universellement connu sous le nom de MAT-49. MAT pour Manufacture d'armes de Tulle. Ce simple marquage, frappé sur le métal de chaque arme, scelle le destin de la ville entière pour les 40 années à venir. Dès 1950, les premières commandes de l'État transforment Tulle. Les vieilles machines sont réorganisées, de nouvelles presses hydrauliques sont installées. L'usine devient une forteresse ouvrière dédiée à un seul objectif, inonder l'armée française de MAT-49. Les premiers lots quittent la manufacture et sont immédiatement expédiés à l'autre bout du monde. La réception sur le terrain est immédiate. Dans les rizières d'Indochine, les parachutistes, les légionnaires et les fusiliers marins découvrent une arme qui ne s'enraye presque jamais. Lorsqu'ils replissent le chargeur, un dispositif amovible qui contient les cartouches et les présente au mécanisme, sous le canon pour faciliter le transport dans la jungle, ils comprennent que cette arme a été pensée pour leur réalité. L'arme est lourde, près de 4 kg chargée, mais ce poids massif encaisse le recul et offre une stabilité rassurante. Les archives disponibles suggèrent que la production monte rapidement en puissance, dictée par la voracité des conflits de décolonisation. La MAT-49 devient plus qu'une arme réglementaire. Elle devient l'outil indispensable du soldat français engagé dans la guerre asymétrique. Les rapports militaires de l'époque, en provenance de Saïgon puis d'Alger, louaient sa rusticité. La police nationale et la gendarmerie l'adoptent également, séduites par son encombrement réduit et sa puissance d'arrêt à courte portée. En quelques années, Tulle n'est plus seulement une manufacture perdue dans une vallée du centre de la France. C'est le cœur battant de la stratégie de réarmement léger de la République. Des milliers d'ouvriers, les frais d'État, travaillent jour et nuit. Les ateliers résonnent du fracas métallique des presses emboutissant l'acier. L'État français a réussi son pari. Concevoir, produire et déployer une arme nationale parfaitement adaptée à la guerre moderne. Mais ce faisant, il a lié la survie d'une ville entière, de ses ouvriers et de son tissu économique, au destin d'un seul pistolet mitrailleur, s'exposant tragiquement aux futures réformes de l'armement. La percée de la Manufacture nationale d'armes de Tulle ne réside pas dans l'invention d'une technologie inédite, mais dans la maîtrise brutale et pragmatique d'une méthode industrielle dictée par l'urgence, la tôle emboutie. Avant 1945, l'armurerie d'État française, en particulier dans des lieux historiques comme la Manufacture d'armes de Saint-Étienne ou celle de Châtellerault, s'appuyait massivement sur l'usinage classique. On partait d'un bloc d'acier massif que des ouvriers hautement qualifiés taillaient, fraisaient et polissaient pendant de longues heures pour obtenir une pièce mécanique complexe. Les fusils réglementaires de l'ancienne époque, avec leurs montures en bois de noyer et leur acier bronzé, représentaient une méthode noble, mais lente, coûteuse et totalement inadaptée à une guerre d'usure ou à la ruine budgétaire d'une nation en reconstruction. Avec le programme du pistolet mitrailleur de 1946, Tulle bouleverse cette doctrine historique. L'arme est conçue dès son premier dessin pour être découpée dans de la feuille d'acier épaisse, puis pliée, façonnée et soudée sous la pression écrasante des presses hydrauliques. Le boîtier de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques, n'est plus une œuvre d'horlogerie délicate, mais un tube rectangulaire robuste, façonné à la chaîne en quelques minutes. À l'intérieur de cette coque en tôle, une pièce massive dicte le rythme de feu, la culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du tir. Dans le cas précis du MAT-49, cette culasse est un lourd bloc d'acier de plus de 600 grammes,
fonctionnant selon le principe très ancien et éprouvé de la culasse non calée. Le tir s'effectue historiquement culasse ouverte, le soldat arme le mécanisme, la culasse reste accrochée en arrière sous la tension du ressort récupérateur et lorsqu'il presse la détente, la pièce que le tireur presse pour déclencher le mécanisme de tir, ce bloc massif est libéré, projeté en avant, arrachant une cartouche du chargeur, l'introduisant dans la chambre, l'espace où la cartouche se place avant le tir, et déclenchant instantanément la percussion au moment de la fermeture de l'ensemble. Ce choix technique drastique n'est pas un hasard d'ingénierie. Il est la réponse directe, étudiée par la section technique de l'armée, à la boue glaiseuse des rizières d'Indochine et au sable fin d'Afrique du Nord. En simplifiant le mécanisme à l'extrême, les ingénieurs de Tulle ont volontairement laissé suffisamment de jeu entre les pièces mobiles pour que les débris, la terre ou l'eau, ne bloquent pas le cycle mécanique. Le canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, est exposé à l'air libre pour être facilement refroidi, tandis que le logement du chargeur peut pivoter à 90 degrés vers l'avant. Cette innovation ergonomique spécifique permet de replier le magasin d'alimentation sous le canon. Cela rend l'arme incroyablement compacte pour les sauts en parachute, la progression en milieu forestier dense ou les patrouilles confinées en véhicules blindés, tout en scellant hermétiquement l'ouverture inférieure du mécanisme contre la poussière et les intempéries. La véritable percée, cependant, est purement industrielle. Le passage à la tôle emboutie permet de démultiplier de façon exponentielle les cadences de production journalière. Tulle n'a plus besoin d'une armée de maîtres ajusteurs ayant 10 ou 15 ans d'expérience au sein des ateliers de l'État pour usiner des profils complexes. Des ouvriers spécialisés, formés en seulement quelques semaines, suffisent à alimenter les presses de découpe, à plier les gabarits en acier et à souder par points les différents éléments structurels. Le temps global de fabrication d'une seule arme chute drastiquement, tout comme son coût de revient unitaire. C'est l'essence même de la production d'urgence, et c'est exactement ce que le ministère de la Guerre, asphyxié par les coûts exorbitants des campagnes coloniales, exigeait de ses arsenaux nationaux. Dès le début des années 1950, l'impact institutionnel de ce tour de force industriel est sans précédent. L'arme est adoptée avec un empressement rare par une multitude d'institutions qui, jusque-là, se disputaient des budgets limités pour des armes disparates ou des surplus de l'armée américaine. L'armée de terre en fait immédiatement sa dotation principale pour les sous-officiers, les chefs de groupe et les troupes d'assaut. La Légion étrangère l'adopte comme un standard indispensable pour ses bataillons de parachutistes, engagés dans les opérations aéroportées les plus dures et les plus sanglantes de la guerre d'Indochine. La gendarmerie nationale, cherchant une arme compacte, rassurante et dissuasive pour maintenir l'ordre, escorter les convois et patrouiller sur le territoire métropolitain, commande ses propres lots par dizaines de milliers. La police nationale, et plus particulièrement les compagnies républicaines de sécurité, CRS, intègrent le pistolet mitrailleur corrézien dans ses armureries urbaines et ses véhicules d'intervention. Même la Marine nationale en équipe ses commandos et ses compagnies de fusiliers marins affectés à la surveillance des bases et des arsenaux côtiers. En l'espace de quelques années seulement, le produit de la manufacture de Tulle unifie presque à lui seul l'arsenal léger français de courte portée. Il remplace définitivement la myriade de calibres américains, britanniques et allemands par une seule et même cartouche, l'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile, standardisé pour ce type d'arme, le 9 mm Parabellum. Cette standardisation simplifie prodigieusement l'immense chaîne logistique de l'État, depuis les usines de fabrication de munitions réparties sur le sol métropolitain jusqu'aux dépôts coloniaux les plus isolés. Cette omniprésence crée un fossé industriel infranchissable. La manufacture nationale d'armes de Tulle devient le pivot indispensable de l'industrie militaire légère. Elle possède le savoir-faire brut, l'outillage lourd et les contrats d'exclusivité étatique qui la protègent de toute concurrence. Les entreprises civiles, incapables de rivaliser avec les cadences infernales et les prix écrasés d'un arsenal d'État massivement financé par l'impôt, sont de fait écartées de ce marché militaire colossal. La ville de Tulle se transforme en une véritable forteresse de l'armement réglementaire, portée par une certitude absolue. Tant que la France déploiera des soldats et des gendarmes,
l'usine tournera à plein régime. Le succès foudroyant du MAD 49 prouve définitivement à l'état-major et aux commissions d'adoption qu'une manufacture nationale peut encore répondre aux crises historiques les plus graves, à condition d'avoir le courage de sacrifier l'esthétique d'avant-guerre à la rentabilité économique et à la survie logistique. Chaque arme qui quitte les ateliers silencieux après l'épreuve du banc d'épreuve porte l'estampille indélébile de l'usine, gravée profondément dans la tôle grise du boîtier. Le marquage de manufacture n'était pas une décoration. C'était une promesse de l'État, de l'industrie et du temps. Dans les années qui suivent la guerre d'Indochine et pendant la longue et complexe guerre d'Algérie, la manufacture nationale d'armes de Tulle atteint une dimension qui dépasse le simple cadre de l'industrie régionale. Tulle n'est plus une usine d'armement ordinaire perdue dans le fond d'une vallée verdoyante. Elle est devenue le poumon d'acier de l'armée française. L'ampleur de sa production transforme la géographie, l'économie et la sociologie de toute la Corrèze. Chaque matin, le hurlement strident de la sirène de la manufacture dicte le rythme de vie de milliers de familles ouvrières. À son pic d'activité, près de 3000 employés, techniciens, ingénieurs et contrôleurs franchissent les lourdes grilles en fer forgé du bâtiment principal de la direction. À Tulle, on entrait souvent à la manufacture de père en fils et de plus en plus de mère en fille. Le statut de frais d'État, ce régime administratif spécifique aux ouvriers des arsenaux nationaux, offrait une sécurité de l'emploi en échange d'une discipline quasi militaire, d'une confidentialité stricte et d'un dévouement total aux commandes du ministère de la Défense. Le cœur palpitant de cette forteresse industrielle, ce sont les gigantesques ateliers d'emboutissage. Sous des hangars immenses, des dizaines de presses hydrauliques massives frappent la tôle d'acier avec une force sourde et régulière qui fait littéralement vibrer le sol de la ville entière. Le processus de fabrication est d'une fluidité implacable, entièrement pensé pour la guerre de masse. Les feuilles d'acier arrivent brutes par convoi ferroviaire, sont découpées, pliées autour de gabarits usinés, soudées par points, puis parkérisées. Un traitement de surface chimique par phosphatation destiné à protéger l'acier de la rouille, de l'usure et des reflets lumineux, et enfin assemblé sur de longues lignes de montage. À son apogée technique et logistique, la manufacture parvient à cracher plusieurs milliers d'exemplaires du pistolet mitrailleur MAT-49 chaque mois. Ce n'est plus de l'armurerie au sens noble et artisanal d'avant-guerre, avec ses crosses en noyer poli. C'est de la métallurgie lourde appliquée à la souveraineté nationale. L'écosystème institutionnel français dépend alors entièrement de cette cadence de production infernale. À Paris, les commissions des programmes d'armement signent les bons de commande par lots vertigineux. Le service du matériel de l'armée de terre, responsable de la vaste chaîne logistique, réceptionne les caisses en bois lourdes de MAD 49 tout juste sorties des banques d'épreuves. L'installation officielle, où chaque arme est tirée avec une cartouche surchargée pour vérifier sa résistance structurelle avant son affectation. Depuis Tulle, les convois partent vers les grands arsenaux métropolitains de réserve, les immenses dépôts de munitions de Bourges ou les armureries de transit. De là, les armes rejoignent les régiments d'infanterie de métropole, les bases navales de Toulon et de Brest, ou sont chargées dans les cales des navires à destination des opérations extérieures, de la crise du canal de Suez en 1956 jusqu'aux montagnes du Djebel algérien. La présence du MAD 49 devient absolue, presque écrasante. Il n'équipe plus seulement les bataillons de parachutistes d'élite, les commandos marines ou les troupes de choc. L'arme devient la dotation standard, familière et rassurante du jeune conscrit, du chef de char confiné dans l'habitacle exigu de son blindé, du sous-officier de carrière et même du gendarme départemental patrouillant sur les petites routes de province. Dans les râteliers des casernes des compagnies républicaines de sécurité et dans les armureries urbaines de la préfecture de police de Paris, le petit pistolet mitrailleur corrézien, avec son chargeur si caractéristique replié sous le canon, côtoie le pistolet Mac 50 forgé par la manufacture d'armes de Châtellerault, formant un binôme d'armes réglementaire incontournable. Le succès de l'arsenal d'État est tel qu'il engendre un phénomène institutionnel devenu rare au fil des décennies. La confiance doctrinale absolue. Pendant près de 30 ans, la doctrine militaire française s'appuie sur la certitude inébranlable que l'usine de Tulle fournira, maintiendra, réparera
et garantira le fonctionnement de l'arme d'assaut à courte portée de la République. Si la manufacture de Tulle venait à s'arrêter, ce ne serait pas seulement un grand atelier de province qui fermerait ses portes, mais la capacité même de l'État français à concevoir et armer massivement ses propres soldats qui s'effondrerait. L'apogée de Tulle se mesure avant tout en chiffres bruts. Au sommet de sa courbe de production, la manufacture franchit des caps industriels étourdissants. Au total, les archives disponibles indiquent que plus de 700 000 exemplaires du MAD 49 sortiront des chaînes de montage corréziennes au fil des décennies. Ce volume massif ne sert pas seulement à remplacer les pertes au combat ou à compenser l'usure du matériel dans les colonies. Il sature littéralement l'appareil d'État. Tulle devient le fournisseur exclusif et omnipotent d'une république qui doit équiper et moderniser massivement ses forces face aux crises de la décolonisation et aux tensions de la guerre froide. L'arme est absolument partout. Dans les fourgons bleus de la gendarmerie mobile, déployés lors des grandes grèves ouvrières ou des événements de mai 1968, l'encombrement minime du pistolet mitrailleur de Tulle permet de l'avoir toujours à portée de main, logé entre deux sièges. Les convoyeurs de fonds de la Banque de France, les gardiens de prison de l'administration pénitentiaire et même les douaniers surveillant les frontières terrestres reçoivent cette dotation. Le profil anguleux de l'arme, avec son large boîtier en tôle et sa poignée pistolet en plastique durci, devient l'icône visuelle indissociable de l'autorité étatique française. La préfecture de police de Paris réclame même une version spécifique désignée sous le nom de MAD 49-54. Cette variante, dotée d'un canon allongé et d'une crosse en bois fixe, une déviation rare par rapport à la crosse rétractable en fil d'acier du modèle militaire standard, répond aux exigences particulières des unités de police cherchant plus de stabilité pour le tir urbain. L'usine de Tulle démontre ainsi sa flexibilité absolue. Elle ne se contente pas de produire à un rythme effréné. Elle adapte son gigantesque outil industriel aux demandes précises et minutieuses des différentes administrations du pays. Au cœur des années 60, l'arsenal corrézien ne se limite plus à une simple fonction d'assemblage. C'est une véritable ville dans la ville, régie par le ministère des Armées, avec ses propres écoles d'apprentissage, ses centres de formation technique et ses œuvres sociales. Les ouvriers de la manufacture consomment des tonnes d'acier, des milliers de litres d'huile de coupe et des quantités massives d'électricité, faisant vivre des dizaines de sous-traitants à travers toute la région. Au banc d'épreuve, les techniciens tirent des milliers de cartouches par jour. Le bruit sourd des rafales de tests se fond dans le paysage sonore quotidien des habitants de Tulle, comme un battement de cœur rassurant. L'État-providence et l'État-stratège ne font qu'un entre les hauts murs de la manufacture. L'ampleur du succès de Tulle dépasse même les frontières de la métropole. La France exporte activement ce symbole de sa souveraineté retrouvée. Des lots imposants de MAD 49 partent équiper les jeunes armées des pays d'Afrique francophone, nouvellement indépendants, prolongeant l'influence militaire et politique de Paris par le biais de l'assistance matérielle. L'arme se retrouve dans les râteliers des forces armées du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou encore du Tchad. La manufacture prouve à l'international qu'elle peut rivaliser sur le marché de l'armement léger rustique avec les géants industriels soviétiques ou américains. Sur le plan doctrinal, le triomphe industriel de Tulle fige paradoxalement la pensée militaire française. Satisfait de posséder l'un des pistolets mitrailleurs les plus fiables au monde pour le combat à courte distance, l'état-major repousse à plus tard le développement coûteux d'un fusil d'assaut moderne. L'armée française reste confiante dans le couple formé par le fusil semi-automatique MAS 49-56, qui engage à longue distance, et le MAD 49, qui nettoie les tranchées et les milieux confinés. Cette certitude institutionnelle, forgée par l'excellence de la production corrézienne, retarde d'au moins 10 ans l'entrée de la France dans la nouvelle ère mondiale de la munition intermédiaire. Tulle produit tellement bien et de manière si constante qu'elle endort la méfiance technologique des commissions parisiennes. La manufacture nationale d'armes de Tulle est à son zénith. Elle emploie des générations de familles entières, forme l'élite de la métallurgie régionale et dicte la vitalité d'un département entier. Le sigle MAT n'est plus seulement une marque d'usine, c'est le symbole d'une doctrine nationale triomphante. Tulle semble intouchable. Ses presses frappent, ses ouvriers pointent
et ses expéditions ne s'arrêtent jamais. Pourtant, au sommet de cette puissance colossale, la transformation implacable de la guerre moderne et l'ombre grandissante des restructurations budgétaires préparent déjà, dans le silence des ministères, le lent démantèlement de cet empire d'acier. L'histoire industrielle des arsenaux français est implacable. La chute de la manufacture nationale d'armes de Tulle ne s'amorce pas sur un champ de bataille, par une défaite militaire, ni par un défaut de conception de son arme fétiche. Elle commence silencieusement, au tournant des années 70, dans l'air conditionné des bureaux du ministère de la Défense à Paris, frappée par deux forces systémiques que les ingénieurs corréziens ne pouvaient ni anticiper ni contrôler. L'évolution brutale de la doctrine militaire mondiale et le coût devenu politiquement insoutenable de l'appareil industriel d'État en temps de paix. La première fracture est doctrinale. La force implacable de la doctrine, des processus d'approvisionnement et de la lenteur administrative vient percuter de plein fouet les certitudes de Tulle. Depuis la fin de la guerre d'Algérie en 1962, l'armée française a radicalement changé de visage. Elle n'est plus une force expéditionnaire massive engagée dans des guerres asymétriques à travers son empire colonial. Elle s'est recentrée sur le continent européen, se préparant à l'éventualité d'un affrontement conventionnel de haute intensité contre le pacte de Varsovie, dans le cadre figé de la guerre froide. Sur ce nouveau théâtre d'opérations théoriques, les vastes plaines d'Allemagne remplacent les rizières et les djebels. Dans cet environnement mécanisé, la portée d'engagement s'allonge. Le pistolet mitrailleur, qui tirait sa force de sa compacité et de sa redoutable efficacité à moins de 100 mètres, devient structurellement obsolète pour l'infanterie de ligne. La munition de 9 mm Parabellum, excellente pour le nettoyage de tranchées ou le maintien de l'ordre urbain, manque cruellement de puissance de pénétration face aux nouveaux gilets par éclat et à l'infanterie motorisée soviétique. Les états-majors du monde entier basculent vers le fusil d'assaut, une arme automatique tirant une cartouche de puissance intermédiaire, capable de neutraliser une cible à 300 mètres. La France, qui avait repoussé ce virage technologique précisément parce qu'elle se reposait sur l'excellence du MAD-49 et du fusil MAS 49-56, finit par lancer son propre programme de modernisation. Mais lorsque le ministère de la Défense cherche son nouveau fusil d'assaut, ce n'est pas vers Tulle qu'il se tourne. C'est la manufacture d'armes de Saint-Étienne qui remporte la bataille de l'ingénierie avec son projet qui deviendra, en 1978, le célèbre FAMAS. Pour Tulle, l'adoption du FAMAS marque une relégation institutionnelle d'une violence inouïe. L'usine perd son statut de concepteur principal de l'arme de poing longue de la République. Le MAT-49, qui faisait la fierté de la ville et justifiait l'emploi de milliers de frais d'État, est officiellement déclassé. Il reste en service dans les unités de seconde ligne, la logistique et la police, mais les commandes massives de l'armée de terre s'effondrent. Les presses hydrauliques, conçues pour cracher des milliers de boîtiers de culasse par mois, commencent à tourner à vide. C'est ici qu'intervient la deuxième force destructrice. Le poids des arsenaux d'État, de la main-d'œuvre, de l'outillage et des coûts de fabrication. Tulle n'est pas une petite entreprise privée qui peut licencier ou fermer un atelier du jour au lendemain. C'est une gigantesque administration industrielle. Les ouvriers bénéficient du statut protecteur de l'État. Les machines-outils représentent des investissements colossaux qu'il faut rentabiliser. L'usine a besoin d'être nourrie en commande pour justifier son existence, mais le ministère n'a plus besoin d'autant de pistolets mitrailleurs, ni même d'armes de remplacement. Pour survivre et maintenir l'emploi dans cette vallée de la Corrèze, la direction de la manufacture tente de diversifier sa production. Tulle devient, de fait, un sous-traitant pour les autres arsenaux de l'État. Les ateliers qui forgeaient l'identité de l'armée française se retrouvent à usiner des pièces détachées pour le FAMAS stéphanois, à fabriquer des canons pour des véhicules blindés légers, ou à participer à l'assemblage de systèmes d'armes dont ils ne possèdent plus la paternité intellectuelle. L'arsenal perd son autonomie créative. Le sigle MAT, autrefois synonyme de l'arme la plus fiable du contingent, se dilue dans une chaîne de production nationale où la manufacture corrézienne n'est plus qu'un maillon secondaire. Dans les années 80, le paysage institutionnel s'assombrit encore. L'État français prend conscience que son modèle d'arsenaux éclaté sur plusieurs sites historiques, Saint-Étienne, Châtellerault, Tulle, Bourges, est un gouffre financier. Confronté à la concurrence étrangère croissante
et à la standardisation européenne, le gouvernement décide de regrouper toutes ces entités sous une seule bannière centralisée, le GIAT, Groupement industriel des armements terrestres. Sur le papier, cette réforme administrative vise à rationaliser les coûts et à créer un champion national capable d'exporter. Dans la réalité des ateliers, c'est le début d'un lent démembrement. La manufacture nationale d'armes de Tulle, absorbée par ce nouveau monstre bureaucratique, n'est plus maître de son destin. Les décisions ne se prennent plus dans le grand bâtiment de briques de la direction locale, mais dans les sièges parisiens du GIAT. Et la logique de ce nouveau groupe n'est plus d'armer la République à tout prix, mais d'équilibrer un bilan comptable. Les embauches de jeunes apprentis sont gelées. Les départs à la retraite ne sont plus remplacés. L'âge d'or industriel de la vallée s'éloigne inexorablement, remplacé par l'angoisse silencieuse des restructurations à venir. La mutation de l'arsenal s'accélère brutalement au tournant des années 90. L'effondrement du bloc soviétique et la fin de la guerre froide bouleversent l'échiquier géopolitique mondial. Du jour au lendemain, la menace d'un conflit majeur disparaît, entraînant avec elle une chute vertigineuse des budgets de défense à travers toute l'Europe occidentale. La France encaisse ce dividende de la paix, qui se traduit concrètement par une réduction drastique des effectifs de son armée de terre, la fin imminente de la conscription obligatoire et une suspension presque immédiate des grands programmes d'équipement en armes légères. Pour le GIAT, transformé en 1990 en GIAT Industry, une entreprise publique soumise pour la première fois aux règles strictes de la rentabilité commerciale, l'heure n'est plus du tout à la préservation du tissu ouvrier ou au romantisme de la souveraineté à tout prix. Le changement de statut juridique modifie fondamentalement la relation entre l'État et ses propres ateliers d'armement. Auparavant, une manufacture d'État fonctionnait pour garantir une capacité de production indépendante, même si cela coûtait cher aux contribuables. Désormais, chaque site industriel doit prouver sa rentabilité face à la concurrence internationale redoutable et à la standardisation des achats imposés par les normes de l'OTAN. Les directeurs parisiens du groupe scrutent les bilans comptables de chaque site régional avec la froideur clinique de liquidateurs. Tulle, avec ses immenses infrastructures historiques de briques et d'acier, et surtout avec sa masse salariale, jalousement protégée par le statut de l'État, apparaît rapidement comme une anomalie économique intenable. L'usine est géographiquement isolée, ses coûts fixes sont exorbitants, et surtout, elle ne conçoit plus rien de nouveau. Depuis la relégation du MAT 49, elle n'est plus qu'une coquille vide de propriété intellectuelle, reléguée à des tâches ingrates de maintenance ou de sous-traitance mineure. Les restructurations successives frappent alors la vallée de la Corrèze avec la brutalité d'une fatalité inexorable. Les immenses ateliers d'usinage, autrefois étourdissants du bruit des outils de coupe, des chariots élévateurs et des machines-outils tournant aux 3 suies, sont progressivement désertés. Les chaînes d'emboutissage colossales qui avaient recraché des montagnes de pièces vitales pour l'empire colonial sont mises sous bâche plastique pour éviter que la rouille ne les dévore. L'État tente d'amortir le terrible choc social par de vastes plans de pré-retraite et des mesures d'accompagnement, repoussant le drame politique immédiat, mais scellant la mort de l'écosystème. Les jeunes de la région ne rentrent plus à la manufacture. La transmission du savoir-faire armurier, qui s'opérait de génération en génération depuis l'époque monarchique de 1690, est définitivement et irrémédiablement tranchée. Au milieu des années 90, le démantèlement physique et méthodique des installations historiques commence. Ce ne sont pas des bombardements ennemis qui détruisent la capacité de production française, mais des audits financiers. Les presses hydrauliques géantes, capables de plier l'acier le plus dur, sont déboulonnées, vendues aux enchères, à des sous-traitants de l'industrie civile ou tristement envoyés à la ferraille. Les bâtiments centenaires sont cédés aux collectivités locales, réaffectés en zones administratives ou simplement laissés à l'abandon. La décision institutionnelle de cesser toute production nationale massive d'armes légères marque la fin définitive du monopole d'État sur ce secteur hautement symbolique. Quelques années plus tard, lorsque la France aura besoin de renouveler son armement d'infanterie, elle l'achètera sur étagère à l'étranger, signant la capitulation industrielle de ses propres arsenaux. L'histoire de la manufacture nationale d'armes de Tulle s'achève ainsi, non pas dans le fracas glorieux et désespéré d'une bataille d'arrière-garde, mais dans l'anonymat glacial d'une restructuration de groupe.
Le pistolet mitrailleur indestructible a été vaincu par l'obsolescence doctrinale et l'usine invincible a été terrassée par la réalité du budget. L'arsenal s'est fracturé, les commandes ont disparu, les presses ont été coupées, l'atelier d'emboutissage s'est vidé, le statut ouvrier a été effacé, la souveraineté est devenue un marché, la manufacture n'existe plus, le silence a remplacé l'acier. Aujourd'hui, la Manufacture nationale d'armes de Tulle n'existe plus en tant qu'entité souveraine concevant l'armement de la République. Le site industriel a survécu sous d'autres formes, partiellement intégré au Guéiade puis à Nexter, relégué à la mécanique générale, mais il a été vidé de sa substance originelle. Il ne forge plus de canons, n'emboutit plus de boîtiers de culasse, ne dessine plus de prototypes et ne dicte plus la doctrine d'infanterie. La mort de l'arsenal a été administrative, lente et silencieuse. Pourtant, paradoxalement, alors que l'usine s'effaçait des organigrammes ministériels, son arme la plus célèbre entamait une seconde vie, passant du statut d'outil réglementaire à celui d'icône historique intouchable. Le MAD 49 n'a jamais totalement disparu des radars. Si l'armée de terre s'en est séparée au profit du FAMAS de Saint-Étienne, l'arme corésienne a continué de servir dans l'ombre pendant des décennies. Jusqu'au début des années 2000, on pouvait encore l'apercevoir dans les mains de certains gendarmes, dans les réserves stratégiques de la police nationale ou lors d'exercices de tir de la marine. Mais son véritable héritage se trouve désormais ailleurs, protégé par une communauté dévouée de conservateurs, d'historiens locaux et de collectionneurs. Dans le monde de la préservation historique, le pistolet mitrailleur de Tulle occupe une place singulière. Les collectionneurs d'armes réglementaires françaises recherchent activement ces modèles, devenus rares sur le marché civil et souvent neutralisés, c'est-à-dire modifiés de manière irréversible selon des normes strictes de l'État pour empêcher définitivement tout tir réel, afin de les préserver dans des vitrines privées. Pour eux, le MAD n'est pas seulement un morceau de tôle grise, c'est le témoignage physique d'une époque révolue. Il représente ce moment précis où la France pouvait encore équiper des centaines de milliers d'hommes avec une arme conçue, testée et fabriquée entièrement sur son propre sol, sans dépendre d'aucun brevet étranger, d'aucun standard imposé par une alliance ou d'une chaîne d'approvisionnement mondialisée. L'importance historique du MAD 49 réside dans ce qu'il a enseigné à l'industrie française. Il a prouvé que la rusticité était souvent supérieure à la complexité et que l'urgence imposait de sacrifier l'esthétique noble de l'acier usiné au profit de la froide efficacité de la tôle emboutie. Tulle a appris à l'État français à produire vite, et ce savoir-faire a influencé toute l'ingénierie militaire des décennies suivantes, préparant le terrain pour des méthodes de production toujours plus rationalisées. Une note de bas de page surprenante, souvent absente des grandes archives officielles métropolitaines, souligne l'incroyable résilience de cette conception corésienne. Lors de la guerre d'Indochine, les forces du Viet Minh ont capturé de vastes quantités de MAD 49. Face à la pénurie de munitions de 9 mm Parabellum, les armuriers vietnamiens, dans des ateliers clandestins enfouis sous la jungle, ont modifié ces armes pour qu'elles tirent la cartouche soviétique de 7,62 Burm 25 mm Tokarev. Ils ont modifié les canons, rallongé les puits de chargeurs, et l'arme française a continué de fonctionner parfaitement contre ses propres créateurs. C'est l'hommage ultime à la robustesse du design de Tulle. Même capturé, démonté, modifié avec des outils rudimentaires et nourri avec des munitions étrangères d'une puissance différente, la mécanique n'a pas cédé. Aujourd'hui, pour comprendre ce qu'était réellement cette forteresse ouvrière, il faut se rendre physiquement en Corrèze. La géographie de Tulle porte encore les cicatrices de son passé industriel. Le musée des armes de Tulle, installé au cœur de la ville, agit comme le dernier gardien de la mémoire des frais d'État. À l'intérieur, on trouve l'évolution complète de l'armement, des fusils à silex du XVIIIe siècle, jusqu'aux derniers prototypes de pistolets mitrailleurs qui n'ont jamais dépassé le stade de la pré-série. Le musée ne se contente pas d'aligner du matériel militaire. Il conserve les carnets ouvriers, les outils d'inspection, les gabarits de soudure et les photographies en noir et blanc de ces milliers de travailleurs qui faisaient la fierté de la région. En parcourant les rues adjacentes, l'ancien bâtiment de la direction de la manufacture se dresse toujours, imposant, avec son architecture classique qui témoignait de l'autorité de l'État. Mais les grands halls d'assemblage sont pour la plupart silencieux.
Ce vide architectural nous rappelle une vérité philosophique douloureuse. La souveraineté militaire et industrielle n'est jamais un état permanent ou un droit acquis. C'est une simple ligne budgétaire. Lorsqu'un pays décide que la rentabilité comptable ou la standardisation internationale l'emporte sur le maintien d'une compétence nationale, des siècles d'apprentissage ouvrier, d'ingénierie d'arsenal et de culture industrielle peuvent être effacés en l'espace d'une seule génération. La manufacture nationale d'armes de Tulle a survécu aux empires, armé les républiques et traversé les guerres, pour finalement succomber face aux règles implacables de la paix et de la restructuration. Ces ingénieurs avaient réussi l'impossible, créer une arme qu'aucun champ de bataille ne pouvait briser. Mais ils n'avaient pas prévu que l'usine elle-même serait démontée de l'intérieur. Quelque part dans les galeries du musée de Tulle, derrière une vitrine scellée et sous une lumière froide, un MAT 49 repose en silence. Son chargeur définitivement replié, le grand marquage MAT encore visible sur la tôle grise, comme si la manufacture venait seulement de s'endormir. À très bientôt pour la prochaine histoire.